Zakweli, l'entretien de la matinale. Karatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Kamar. Je sais que vous l'attendez un peu la petite phrase, mais bon, non, ce matin, non, puisqu'on est tous les deux habillés en chemise blanche. Exactement. Et c'est pas la dame blanche que vous recevez, c'est un maître de conférence en droit public. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Thomas Msaïdié, maître de conférence en droit public. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Motion de censure adoptée hier soir. Thomas Msaïdié, 331 députés ont voté la motion de censure déposée par la gauche en réponse au 49.3 du Premier ministre pour faire passer sans vote le projet de budget de la sécurité sociale. Et Michel Barnier doit donc présenter aujourd'hui sa démission. Alors déjà, nous expliquer ce que c'est qu'une motion de censure et la différence avec une dissolution, parce qu'on ne doit pas revoter nos députés là. D'accord, alors on va peut-être commencer par la dissolution parce que nous l'avons vécu très récemment en juin 2024. C'est une prérogative qui est prévue à l'article 12 de la Constitution et qui permet au président de la République de mettre fin au mandat des députés avant l'échéance de 5 ans. Et l'exercice de cette prérogative est totalement libre et dépend de la seule volonté du président de la République. Cependant, il doit préalablement consulter le Premier ministre, mais également les deux présidents des assemblées, l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et lorsqu'il exerce cette prérogative, cela entraîne, comme on l'a vu, de nouvelles élections. Donc, cela provoque de nouvelles élections. La motion de censure, c'est totalement l'inverse. C'est une prérogative qui est reconnue aux députés, à l'Assemblée nationale, aux députés. C'est un instrument de contrôle qui permet en réalité aux députés de contrôler l'action du gouvernement. Et cet instrument, lorsqu'il est activé, peut entraîner bien sûr des conséquences désastreuses comme ce que nous avons vécu hier soir, c'est-à-dire en cas d'adoption, c'est le renversement assuré du gouvernement en place. Et c'est ce qui s'est passé hier lorsque les 331 députés ont voté favorablement à la motion de censure qui a été déposée par le Nouveau Front populaire et soutenue par le Rassemblement national. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est toute la question que l'on se pose parce qu'on est dans une période d'instabilité politique pour la France. On se souvient qu'après la dissolution, Emmanuel Macron avait tardé à nommer Michel Barnier Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, la France peut prendre autant de temps pour nommer un nouveau gouvernement? C'est une question qu'il faut poser au chef de l'État, parce qu'en réalité, sur le plan constitutionnel, il n'y a aucun élément qui contraint le chef de l'État à nommer le Premier ministre dans un délai déterminé. C'est-à-dire qu'il exerce cette prérogative librement au titre de l'article 8 de la Constitution. C'est la raison pour laquelle, on l'avait vu précédemment, avant les JO, il avait pris, me semble-t-il, 51 jours avant de nommer Michel Barnier. Et là, pareillement, il peut aussi bien nommer un Premier ministre aujourd'hui, tout comme il peut prendre son temps pour nommer un Premier ministre. Mais plus il tarde, plus cela suscite de vives inquiétudes. La situation, comme vous avez dit, elle est caractérisée par une forte instabilité institutionnelle. Il faut l'avouer que c'est vraiment la première fois qu'on est confronté à cette situation. La précédente fois, c'était plutôt une motion de censure spontanée qui était à l'origine des députés. C'était en 1962 lorsque le gouvernement Pompidou a été renversé. Mais là, c'est vraiment la première fois que le gouvernement, après avoir brandi l'arme ultime, l'article 49.3, se fait renverser à l'aide d'une motion de censure. Hier, toute la journée, même dans la soirée, on a entendu les conséquences avec des discours très alarmants sur notre quotidien, augmentation d'impôts, non-paiement des salaires, etc. Est-ce que c'est une réalité ou c'est des fantasmes ou c'est juste des alertes politiciennes? Vous savez, le discours politique est souvent en décalage avec la réalité. Moi, j'ai écouté tous les discours politiques des chefs des groupes de l'Assemblée, des présidents du groupe de l'Assemblée nationale hier. Et c'est vrai, selon le parti, le discours était plus alarmiste, plus rassurant. À dire vrai, la réalité, elle est vraiment différente. C'est vrai que le budget n'a pas été adopté. Le budget, notamment ici, c'était le budget de la sécurité sociale. Il n'a pas été adopté. Mais cela ne veut pas dire que
Les cartes vitales vont cesser de fonctionner. On sera confronté à un shutdown à l'américaine, c'est-à-dire cessation des activités gouvernementales, faute de budget. Non, les cartes vitales vont fonctionner. En fait, il y a des fourre-tout. Il y a des garde-fous qui permettent au gouvernement de se relever. Là, par exemple, grâce à l'article 45 de la LOLF, le gouvernement peut prendre une loi spéciale permettant de reconduire pour 2025 le budget de 2024. Et dans ce cas-là, cela résoudrait provisoirement, bien évidemment, la situation, étant précisé que le nouveau gouvernement qui sera nommé va s'activer à déposer un nouveau projet de loi de finances. Le problème, c'est que ce nouveau projet de loi de finances ne pourra manifestement pas être adopté avant 2025. Les députés auront 60 jours le Parlement aura 70 jours pour se prononcer. Donc, ça va suivre la procédure législative classique. En attendant, on peut fonctionner à l'aide d'une loi spéciale. Donc, la Constitution, les textes français le permettent et je ne crois pas qu'il y aura un arrêt brutal des paiements, des versements, des pensions, etc. Alors, depuis 2023, même avant, les Mahorais sont en attente des projets de loi Mayotte. Les Mahorais sont en attente aussi de convergence sociale, d'alignement de certains droits avec la France hexagonale. Avec cette instabilité, avec ce qui est en train de se passer, on se rend bien compte que finalement, on est très loin au niveau national. Aujourd'hui, au niveau des activités au Parlement, on est très loin des préoccupations mahoraises. Donc, ce qui se passe là n'est pas du tout de très bon augure pour nous. Absolument. À dire vrai, on ne fait même pas partie des préoccupations nationales. Pour dire les choses, la préoccupation, c'est dépasser cette crise. Alors, la question mahoraise ou les questions ultramarines n'entrent pas en ligne de compte. En Nouvelle-Calédonie, la situation est beaucoup plus tendue. En Martinique, elle est encore plus chaotique. Le gouvernement, d'ailleurs, le Premier ministre n'a pas évoqué un seul mot. Et en ce qui concerne ce fameux projet de loi Mayotte dont on entend parler très souvent, d'abord, je tiens à préciser que cela n'a de projet que le nom, parce qu'à l'heure actuelle, le contenu de ces textes n'est absolument pas connu. La réunion ministérielle au cours de laquelle les élus locaux et les élus nationaux mahorais devaient prendre connaissance de ce texte, finalement, a été un fiasco. Donc, ce projet de loi n'existe pas. Bien évidemment, il est en cours de négociation. La motion de censure, le fait que le gouvernement a été renversé, cela n'aura qu'un effet de retardement, en fait. Mais ça ne veut pas dire que les projets vont être enterrés, absolument pas. Le projet de loi Mayotte ne sera pas enterré. Le nouveau gouvernement en place, celui qui sera nommé, pourra tout à fait s'approprier des projets, par exemple, le projet de loi de finances, les projets de loi ça de va Mayotte. être sur un temps très très court parce que 2025, 2027, élection présidentielle, si Emmanuel Macron ne démissionne pas avant, parce que c'est ce qui est un peu demandé aujourd'hui, autant par le nouveau Front populaire que par le Rassemblement national. Est-ce que c'est envisageable déjà la démission du président de la République? Là, pour le coup, on peut parler de fantasme, parce que le texte constitutionnel est très clair. Une motion de censure entraîne la démission du Premier ministre et de tout son gouvernement. Mais non, la démission du chef de l'État. Oui, mais compte tenu du blocage politique, on le sait, pas de majorité, ça dure depuis un petit moment, majorité relative, etc., pas de majorité. Finalement, ils ne peuvent faire passer aucune loi. Est-ce que faire table rase Est-ce que, étant précisé d'abord qu'il ne peut absolument pas dissoudre l'Assemblée nationale, il faut attendre jusqu'à l'été, c'est-à-dire au mois de juillet prochain, 2025, est-ce qu'on a un moyen de contraindre le chef de l'État à démissionner? Ça, c'est totalement faux. Le seul cas où le chef d'État peut être destitué, c'est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, c'est-à-dire en cas de haute trahison, ou lorsqu'il sera coupable de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, il peut relever de la Cour pénale internationale. Ce sont les deux seuls cas de figure où le chef de l'État peut être inquiété. Ça, c'est le cadre législatif. Mais le cadre politique, c'est autre chose. Alors, maintenant, le dernier discours que j'ai entendu venant du chef de l'État, plutôt laissait présager qu'il allait rester jusqu'à la fin de son mandat. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il va déposer sa démission. Je ne pense pas. De Gaulle l'a fait, mais c'est un homme de conviction, et il l'avait fait en 69, à la suite de l'échec du référendum. Mais là, je ne crois pas du tout
qu'Emmanuel Macron va déposer sa démission. Donc la situation va demeurer aussi délicate. L'instabilité gouvernementale, me semble-t-il, sera encore d'actualité, du moins jusqu'à l'été prochain, s'il ose encore une fois dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est un jeu très dangereux, aux conséquences totalement imprévisibles, comme on a pu le voir. Est-ce que avec tout ce que l'on voit là, cette instabilité, avec ces blocages, est-ce que Emmanuel Macron pourrait recourir à l'article 16 de la Constitution qui lui accorde les pleins pouvoirs pour une durée limitée? Non, l'article 16 est utilisé dans des cas très particuliers, en cas de menace de l'intégrité territoriale, lorsque la continuité des institutions constitutionnelles ne peut être assurée, il peut utiliser l'article 16. Mais là, le cas de figure auquel on est confronté n'entre absolument pas dans les dispositions prévues à l'article 16. Donc, c'est d'abord totalement ubuesque, je dirais même très aberrant, de penser à l'utilisation de l'article 16 qui a été activé une seule fois par De Gaulle. Il a gardé le pouvoir pendant 5 mois. Macron ne pourra absolument pas utiliser l'article 16 pour sortir la France de cette situation très chaotique dans laquelle elle s'est enlisée. Au-delà des cadres législatifs, j'ai envie de dire, est-ce que la situation actuelle n'était pas prévisible après ce qui s'est passé pendant les législatives anticipées, quand on a vu les alliances contre nature, entre guillemets peut-être, pour empêcher finalement le Rassemblement national d'avoir une majorité? C'était très prévisible. En fait, il faut dire que c'est la première fois où on se retrouve dans une situation institutionnelle où aucun parti ne dispose d'une majorité. Habituellement, quand le président prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il y a une majorité claire qui se dessine, soit l'opposition, soit une confirmation de la majorité présidentielle. Et dans ce cas-là, la situation elle est très simple. Si c'est l'opposition qui a la confiance de la nation, c'est l'opposition qui gouverne. Mais là, on est dans une situation totalement inédite où aucun parti ne peut gouverner. Et c'est le risque de dissoudre l'Assemblée nationale, alors qu'il disposait d'une majorité faible, mais qui lui permettait une stabilité. En prenant cette décision sans mesurer les conséquences que cela pouvait engendrer, en quelque sorte, il est aussi l'artisan. Il n'a pas mesuré les conséquences, il n'avait pas envisagé ça? A priori, c'est une réflexion mûrie, mais je ne suis pas certain qu'il a vraiment mesuré, les conséquences de cette décision, parce que c'est celle qui nous met dans cette situation. Au final, il n'y a pas de majorité présidentielle, c'est les unions de gauche qui finalement sortent vainqueurs de ces élections législatives, pour ne pas dire le Rassemblement national. Donc, quel que soit le gouvernement qui sera en place, le risque de renversement est toujours présent. Ça dit quoi de notre démocratie aujourd'hui? C'est une situation qui existe aussi dans d'autres grandes démocraties, comme par exemple en Italie. Simplement, en France, c'est l'une des premières fois, c'est vraiment la première fois où on y est confronté. Il va falloir s'adapter, trouver des solutions, négocier pour pouvoir fédérer le plus grand nombre de députés. Est-ce que c'est vraiment alors démocratique? Alors oui, on utilise la loi pour ça, mais est-ce que c'est démocratique de se dire aujourd'hui, ok, la population, les gens risquent de voter majoritairement Rassemblement national, alors on fait ça comme ça pour que ça n'arrive pas? Le jeu d'appareil, c'est des choses qui nous dépassent totalement. Alors ça fait partie des stratégies politiques qui a été mise en place lors des législatives. Mais je ne dirais pas que c'est antidémocratique. Ce qui serait antidémocratique, ça serait de violer honteusement la Constitution. Là, je dirais, ça serait antidémocratique. Alors, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. La situation, elle est ce qu'elle est. Il va falloir que le chef d'État s'adapte, mais aussi le gouvernement qui sera mis en place s'adapte, parce que la survie, elle est extrêmement problématique. Parce que ça aurait pu être un autre Premier ministre, mais on serait confronté à la même situation, du fait qu'il n'y a pas de majorité qui est favorable à l'action gouvernementale. Donc la crise, elle est, me semble-t-il, censée perdurer au moins jusqu'à l'été prochain. Ça fait beaucoup de temps. Quel gouvernement possible aujourd'hui, quand on a vu que finalement, en prenant Michel Barnier avec des ministres qui viennent surtout de la droite, etc., ça n'a pas forcément marché.
Alors, honnêtement, la personne qui vous donnera la réponse, ça serait un très grand visionnaire. Quel que soit le gouvernement, le risque de censure est là. Supposons que ce soit un Premier ministre du Rassemblement national. Le Rassemblement national ne pèse que 124 voix. Il faut 288 voix pour renverser le gouvernement. Supposons Et que le ça soit... nouveau Front populaire sera vent debout. Pareillement, 192 voix, mais il faut 288 voix pour renverser le gouvernement. Donc, personne n'est à Donc l'abri. ça, c'est la conséquence de toutes ces alliances faites pendant les législatives Exactement, pour anticipées. écarter le Rassemblement national. On aurait eu un parti clair qui aurait remporté les élections, on n'en serait pas là. Ça voudrait dire que ce parti accède au pouvoir, gouvernerait, on serait en face d'une stabilité, mais là, malheureusement, on retourne un peu en arrière, parce que c'est ce qu'on a vécu durant la 4e République. La 4e République a été caractérisée par une forte instabilité institutionnelle. La durée de vie moyenne d'un gouvernement était de 7 mois. Alors, là, la 5e République fait mieux. La durée de vie du gouvernement Barnier a été de 3 mois. 2 mois et demi. 2 mois et demi et 3 mois demain ou aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment qu'il y ait une entente, qu'il y ait une union sacrée autour de l'action gouvernementale. Dernière question alors. Du coup, est-ce qu'il faut en finir avec la 5e République, comme le veut Jean-Luc Mélenchon? Pour ma part, je ne crois pas que c'est une question de constitution, parce que finir avec la 5e République, c'est finir avec la constitution de la 5e République. C'est un instrument qui a été vraiment bien pensé, qui nous a permis vraiment de faire face à des cas totalement inédits, notamment mais qui n'avait pas envisagé tout ça. Exactement, tout comme le cas de cohabitation, ça n'a jamais été envisagé. Pourtant, la Constitution a pu y faire face. En ce qui concerne le cas de l'utilisation de l'article 49.3, de la motion de censure, ça a été prévu dès le début. On va y faire face. Simplement, il faut qu'on laisse de côté le jeu politicien qui n'apporte rien de bon et qu'on se dise l'intérêt suprême de la nation, l'intérêt suprême de l'État est en jeu, et qu'il faut quand même qu'il y ait une union sacrée autour du gouvernement qui sera constitué pour permettre à l'État de fonctionner de manière totalement stable. Sinon, on va au-devant d'une instabilité qui pourrait donner une image fortement dégradée, qui est déjà dégradée de la France. La preuve, les marchés financiers s'agitent, la situation n'est absolument pas rassurante, donc il faudrait en sortir par la grande porte. Merci beaucoup Thomas Msaïdié pour cet entretien. Merci à vous. La matinale